c'est vrai qu'on voit souvent Napoléon comme étant, en effet, un homme de guerre. On parle d'ailleurs souvent de guerre napoléonienne. Pour moi, ce n'est pas des guerres napoléoniennes, c'est des guerres de la Révolution et de l'Empire, parce que les guerres que l'on connaît et toutes les batailles que l'on peut connaître entre 1800 et puis 1815, ce sont bien des guerres qui sont la suite de la Révolution. Et comme la question est l'œuvre de paix ou l'œuvre civile de Bonaparte, du premier consul de l'empereur, pour moi, elles sont beaucoup plus importantes que ce génie militaire, que cette stratégie napoléonienne. Et là aussi, Napoléon est le successeur de la Révolution. À titre personnel, moi je suis venu à Napoléon surtout par cette œuvre civile. Je suis venu à Napoléon en étant, tout gamin comme beaucoup, en étant plus ébloui par ses réalisations civiles, ce que tu appelles son œuvre de paix qui est immense, plutôt que par les uniformes, même si je suis venu après, que par les différentes batailles d'Austerlitz, de Rivoli, d'Essling ou d'autres. Pour moi, ce qui reste de Napoléon, justement, c'est ça, c'est cette œuvre de paix. D'abord parce que dans l'aspect guerrier de Napoléon, contrairement à ce qu'on pense, contrairement aux idées fausses que l'on peut avoir qui sont toujours répandues, c'est la France se défend. La France se défend. Pendant la Révolution et pendant l'Empire, toutes les coalitions sont formées contre la France. Donc Napoléon ne fait que défendre la France comme les révolutionnaires l'ont fait précédemment. Il y avait une continuité entre les deux. L'objectif de Napoléon, c'est bien la paix. L'objectif de Napoléon, c'est de construire, c'est de réaliser. Malheureusement, on est dans une période troublée, il hérite de cette période créée par les coalitions européennes, par les monarchies européennes, qui veulent abattre non seulement la Révolution, mais également les idées de la Révolution. Et Bonaparte, puis Napoléon, sont bien les successeurs, les héritiers de ces idées de la Révolution de 89. Bonaparte, je dis, il veut la paix. Il dira lorsqu'il arrive au pouvoir, la lettre est du 26 décembre 1799, donc vous savez que ça fait à peine un mois et demi qu'il est au pouvoir. Il écrira j'ai besoin, je cite, j'ai besoin de 10 ans pour tout reconstruire. Et c'est lui qui va faire les premières avances au roi d'Angleterre. Il dira la guerre qui depuis 8 ans ravage les 4 parties du monde doit-elle être éternelle? N'est-il aucun moyen de s'entendre? Comment les 2 nations les plus éclairées d'Europe, puissantes et fortes, plus que n'exigent leur sûreté et leur indépendance, peuvent-elles sacrifier à des idées de vaine grandeur le bien du commerce, de la prospérité intérieure, du bonheur des familles? Comment? C'est Bonaparte qui écrit ça, des Solari au pouvoir. Comment ne semble-t-il pas que la paix est le premier des besoins, comme la première des gloires? Donc c'est vraiment ça qu'il veut. Et d'ailleurs Bonaparte arrivera à cette paix, ce qu'on n'avait jamais eu auparavant. C'est la paix de Lunéville, d'abord en 1801, et puis enfin, avec une paix continentale, et puis enfin en 1802, le traité d'Amiens qui amène la paix générale, y compris avec l'Angleterre. Lucien, c'est bien l'Angleterre qui a fomenté par son argent, par son audace, par ses pressions sur ses alliés, c'est bien l'Angleterre qui a financé les coalitions européennes. Et là en 1802, on a une paix générale. Et Napoléon laisse éclater sa joie. En 1802, lorsqu'on signe le traité d'Amiens, il va en parler le premier à Hortense de Beauharnais, et ensuite il va sauter au cou, dès qu'il apprend le traité de paix, il va sauter au cou de ses 2 collègues, un Montpellierin, Cambacérès, on parlera souvent de Cambacérès ici, et puis Lebrun. Et il dit, pour la première fois depuis la guerre de 100 ans, le roi d'Angleterre abandonne le titre de roi de France. Incroyable, quelle prospérité! Ça c'est important, c'est l'objectif de Napoléon. Il dira aussi au moment du traité d'Amiens, bien des années s'écouleront désormais sans victoire, sans triomphe, sans ces négociations éclatantes qui font les destinées des États. Les années qui vont, on a l'impression que c'est pessimiste lorsqu'il dit ça, il dit voilà, les années qui viennent, plus de batailles, plus de victoires, plus de conquêtes territoriales. Mais non, parce qu'à la fin, la situation est beaucoup plus importante. Les années qui vont s'écouler seront moins célèbres, mais le bonheur de la France s'accroîtra dès que les chances de gloire qu'elle aura réussi à dédaigner. Le plus important maintenant, c'est cette œuvre de paix. Alors, cette œuvre de paix a déjà commencé, dès son arrivée au pouvoir, dès 1999. Là aussi, il y a quelque chose de remarquable dans l'e-gouvernement de Bonaparte, c'est la rapidité. Dès qu'il arrive au pouvoir, les réformes arrivent. Il n'y a pas de gilets jaunes, il n'y a pas des manifestations, le train continue à rouler, il y a le RER, il y a le train, il n'y a aucun souci. Mais c'est immédiatement que les réformes se font. Et les réformes se feront, parfois on sépare Bonaparte de Napoléon, en disant Bonaparte, quel réformateur. Et Napoléon, non, Napoléon c'est les guerres. Non, les réformes se poursuivront après. C'est vrai qu'une grande partie de ce que je vais vous évoquer sont du début du règne, sont du consulat. Mais on verra, c'est la suite. Les bases sont mises, il parlera lui de masse de granit.
Pour lui, le plus important, je vais vous parler d'œuvre de paix. Il dit maintenant la paix est faite avec l'Angleterre, enfin, on passe à autre chose. On avait déjà commencé, mais on passe à autre chose. On passe à régénérer la France. On suit la révolution, on poursuit la révolution. Or, tout a été détruit. Toutes les bases, toutes les institutions. On est dans une instabilité folle, économique, financière, institutionnelle, bancaire. Et Bonaparte a tout à reconstruire. Alors, je suis désolé pour toi, David, mais je dois parler de l'œuvre de paix. Je sais pas, il me faut 2 heures, 3 heures, 4 heures. Non, je plaisante parce que David, après, fait les 100 visages de Napoléon. Les 100 visages de Napoléon, là, vous êtes là encore jusqu'à cette nuit. Hein. Alors, là, je crois qu'on fait une nocturne hein, sans aucun problème. L'œuvre de paix, elle est considérable. Alors, je vais essayer quand même de vous la résumer, cette œuvre civile, cette œuvre de paix. Cette œuvre qui est à la fois celle de Bonaparte et de Napoléon. D'abord, on oublie une chose, c'est le caractère éminemment civil du règne de Napoléon. Tu nous montreras des visages de Napoléon, et c'est vrai que dans les visages de Napoléon, dans les tableaux que l'on voit, on a beaucoup de scènes de guerre. Ben oui, parce que malheureusement, mais il en est le premier désappointé, mais évidemment, on a une guerre quasiment continuelle, à part les paix que je viens de vous offrir ici, celle de Lunéville, celle de le traité d'Amiens. L'Angleterre poursuivra très vite la guerre. Donc évidemment, il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup de campagnes, quasiment du début jusqu'à la fin. Et ceux que l'on voit dans l'entourage de Bonaparte sont soit ces soldats, ces grognards, ces grenadiers qui sont autour de lui, soit ces maréchaux qui sont tous en uniforme. J'irais même plus loin, c'est que tout le monde est en uniforme à l'époque. Hein. D'ailleurs, peut-être parfois y réfléchir maintenant, mais le lycéen est en uniforme. Et donc tout de suite, on dit, le lycéen est en uniforme, c'est une caserne, c'est un régime militaire. Non, c'est pas vrai, c'est un régime éminemment civil. Vous avez parlé tout à l'heure de Cambacérès. Cambacérès, on oublie, d'abord c'est un civil, on n'a pas besoin de le repréciser ici, mais Cambacérès est le numéro 2 du régime. Systématiquement, quand Bonaparte puis quand Napoléon quitte, y compris sous l'Empire, alors que Cambacérès n'est plus deuxième consul, mais quand Napoléon est hors de France, le pouvoir, alors c'est toujours Napoléon qui l'a, mais il est exercé par Cambacérès qui est un civil. Il y a un gouvernement qui est éminemment civil. On parlera des préfets, on parlera de tout, qui aussi sont en uniforme, mais maintenant aussi. On parlera de cette élite, tous ces notables. C'est vraiment un caractère éminemment civil. Donc il faut oublier un petit peu parfois le côté militaire. Je ne l'oublie pas totalement. Hein, on a parfois avec nos amis souvent fait des voyages, on va sur les champs de bataille. Évidemment, il y a une période militaire. Mais l'œuvre de paix est beaucoup plus conséquente à mes yeux. Deuxième élément important, non seulement les réformes sont nombreuses, elles sont faites rapidement, durant tout le règne, mais l'empreinte de Bonaparte existe toujours. L'œuvre civile, l'œuvre de paix de Napoléon existe toujours. Il le dira lui-même à la fin, à Sainte-Hélène. Ce qu'on gardera, ce ne sont pas les victoires. Waterloo effacera tout ça. Ce qu'on n'effacera jamais, c'est le code civil. On reviendra à Cambacérès, parce que Cambacérès est le principal initiateur de ce code civil. Mais c'est quand même Napoléon qui est derrière. Jamais on effacera le code civil et toutes les œuvres que je vous donnais. Les victoires sont malheureusement effacées parfois par une seule défaite, qui est celle de Waterloo. Donc c'est une empreinte bien visible, même des années après. On peut ouvrir nos livres d'histoire. Quel régime, quel règne, qui est court. Hein. Je vous rappelle que Napoléon, c'est 15 ans. C'est 15 ans dans l'histoire de France. Seulement, j'allais dire 15 ans. 15 ans, c'est pour les plus anciens 2 septennats, pour les plus jeunes 3 quinquennats. Mais c'est court dans l'histoire de France, et pourtant on a une construction qui est visible après. Le code civil, le lycée, le cadastre, le code pénal, tous les mots, le Conseil d'État, tous ces mots que j'utilise là, c'est du Napoléon, c'est du Bonaparte, du Napoléon, et ça reste visible, ça existe encore de nos jours. Troisième élément, et là aussi on peut dire bravo aussi à Cambacérès, qui est dans le coup, c'est que cette œuvre de paix du consulat de l'Empire, c'est une œuvre qui à la fois, en fait, qui est un juste milieu, qui prend ce qui était bon dans l'Ancien Régime, et qui prend les idées de 89. Pour moi, c'est les idées de 89 qui sont au pouvoir sous la Révolution, sous le Consulat et sous l'Empire, mais en modérant le propos, en essayant de concilier ce qui est conciliable, de trouver, on verra le Code civil, bon, c'est exactement le cas, le Code civil, hein. C'est vraiment les idées de 89, mais on n'oublie pas parfois, et c'est Cambacérès aussi qui le rappelle, ou Portalis, qui rappelle que sous l'Ancien Régime, il y avait aussi des choses à prendre. Voilà, donc ce temps-là, ce temps de révolution, il est important. Ce temps de révolution, de consulat, d'empire, ça marque encore maintenant. Alors, voilà, on ne va pas faire un catalogue, on va essayer de classer un petit peu. Le plus important, probablement pour Bonaparte, parce que c'est d'abord ce qui est le plus précoce. Il faut commencer par ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de masses de granit. Les masses de granit, c'est la base. C'est là sur lequel on va élever le reste. Si on n'a pas ça, on ne modernise rien. Donc les bases de granit, elles commencent déjà
par les questions institutionnelles. Pour lui, il faut d'abord commencer par l'aspect administratif. Dans ces blocs de granit, on va voir, il y a le Code civil, la Banque de France, mais voilà, il y a les départements. On aura des 130 départements sous l'Empire, mais on garde le découpage de la Révolution. Et puis, il y a les préfets. Vous avez parlé des préfets. Alors, c'est vrai que les préfets, parfois, on dit toujours à l'époque, c'est des Napoléons petits pieds. Ils sont là pour représenter, ils représenter la France, représenter le pouvoir, représenter Napoléon dans un département. Alors, c'est vrai qu'on a des anecdotes. Alors, cette de Buda, je ne la connaissais pas. J'en connais une autre, c'est celle de Lassalle. Brave général Lassalle, qui, lorsqu'il est à Agen, il est simple colonel, je crois, il vient, puis il était déçu de ne pas avoir été invité à une cérémonie, en gros, un cocktail fait par la préfecture. Donc il rentre avec ses hussards dans la préfecture, et puis il se malmène, et en fait, comme un hussard qu'il est, il ouvre la fenêtre, il balance tout par la fenêtre, et en fait, il saccage la préfecture et le cocktail qui rassemblait le table. Et donc évidemment, le préfet se plaint à Napoléon, et la salle ne sera pas punie parce qu'il dira, voilà, un préfet, j'en fais quand j'en veux, à la salle, il faut 20 ans pour en faire un. Donc c'est vrai que les préfets, c'est la base quand même, j'y reviens, c'est la base, parce que c'est eux qui sont là pour représenter l'État. Il y a besoin d'autorité après 10 ans de révolution. Il y a besoin de repères, c'est le préfet qui fera ce repère, préfet et les sous-préfets dans les arrondissements, qui feront ce repère institutionnel, qui feront que Napoléon, que le régime est présent partout. Et donc ce sont souvent d'ailleurs les préfets qui ont une certaine longévité, sous qui parfois d'ailleurs seront repris sous la Restauration. Donc on garde le territoire, on garde le découpage. Vous noterez que le découpage en département, il n'a quasiment pas changé depuis la Révolution et depuis Napoléon. On a quelques petites choses, on a des questions historiques, de voir si on veut, mais globalement, on a gardé ce territoire et on a gardé cette même structure. On est en gros dans une France napoléonienne du point de vue administratif. Deuxième bloc de granit, deuxième masse qui est importante, c'est l'aspect juridique. Là aussi, on est passé par 10 ans de révolution. Et il faut rétablir un ordre. L'ordre, il doit commencer par un ordre juridique. Et ça sera évidemment le Code civil. Le Code civil, c'est la grande œuvre de Napoléon. Alors, c'est pas que Napoléon, on va me dire, oui, il n'était pas juriste, il n'a pas fait d'études de droit, heureux homme, il n'a pas... oui, je sais, je suis prof de droit, professeur de droit, j'ai le droit de critiquer mes étudiants. Voilà, non, même pas, donc oui, je suis un politiste, donc allons-y. Mais il se rappelle quand même de ses études qui n'ont pas été juridiques, mais quand même, il a un fond juridique. Il le rappelle, il préside, il y a 104, je crois, la ville me corrigera, mais je crois que c'est ça, il y a 104 séances de préparation du Code civil, il en préside 52. Le reste, c'est pas évidemment Cambacérès. Et il n'est pas assis sur sa chaise. Il intervient. Les débats sont publiés. Et on sait que Napoléon, enfin Bonaparte à l'époque, intervient régulièrement pour faire avancer, pour expliquer les choses, pour se faire expliquer aussi quand il ne comprend pas. Donc c'est bien quand on appellera ça le Code Napoléon, sous le premier puis sous le second empire, c'est bien le Code Napoléon. Sous ce moment-là, souvent qu'il est connu, c'est bien le Code Napoléon, parce que c'est le triomphe de Napoléon. Et je vais revenir sur Montpellier et sur Cambacérès. En fait, Cambacérès a eu, depuis 1791, cette idée, cette volonté de codifier, de rassembler en un seul, ce que l'on a ici, de rassembler dans un seul volume, dans un seul livre, l'ensemble des lois, avec des textes courts, ça, Bonaparte insistera, des textes courts, des textes simples, des textes explicites. On reprendra ces qualités-là, on donnera nos législateurs de nos jours, parce que je crois qu'on a un petit peu oublié, là on vote beaucoup trop de lois, et puis on oublie que les lois doivent être aussi claires. Vous prenez le Code civil de 1804, c'est même je vais dire un enfant, j'exagère un petit peu, mais même un non-juriste est capable de comprendre. C'est plus le cas maintenant. Et Cambacérès était venu dès 91 en disant il faut réunir ça. Parce qu'on a, dès 91, on a une législation d'Ancien Régime qui perdure encore. On avait, alors, sans très trop dans les détails, on avait un droit coutumier plutôt dans le nord du pays, on avait plutôt un droit écrit dans le sud. Voltaire disait qu'à chaque fois qu'on changeait de relais de poste, qui arrivait souvent, on changeait de coutume, donc on changeait de loi. Donc il faut asseoir, dans ce masse de granit, il faut asseoir une loi, il faut que les citoyens puissent connaître, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais il faut que les citoyens puissent connaître les bases juridiques. Qu'est-ce qui leur arrive s'ils font ça, donc que ça soit simple. Et donc Cambacérès est venu plusieurs fois dans le gouvernement. Puis après, on a la législation révolutionnaire qui intervient. Il revient avec la même idée en disant il faudrait, et comme on le dira sous la Troisième République, pour enterrer un dossier, on crée une commission, c'est ce qu'on fait. Sous toute la Révolution, Cambacérès revient, on dit oui, très bonne idée, très bien. Ça n'avance jamais, ça ne fait pas.
Et Cambacérès vient vers Bonaparte, juste après le coup d'État, en disant il faudrait faire ça, mais il a connu tellement de déboires avec les gouvernements, Bonaparte, il le fait. Et Bonaparte parviendra. Là aussi, ce qu'il faut dans ces bases granit, c'est une autorité. C'est un pouvoir qui aiguille, un pouvoir qui donne la direction. Et Bonaparte donnera cette direction en disant si je dois en parler, il faut le faire. Et on va réunir au Conseil d'État des séances, ça sera relativement long, parce que ne croyez pas non plus, oui, je sais, Bonaparte est un dictateur. Oui, je sais, ne respectez pas la démocratie. Oui, je sais. D'abord, il faut qu'on est en 1800 qu'il n'y a pas d'autre pays démocratique. Hein, donc, comparons, c'est comparable. Mais ne croyez pas que Bonaparte est tout puissant. On a cette idée-là, nous, que Bonaparte fait tout ce qu'il veut. Et clairement, oui, on a un régime autoritaire, mais on parlera de la Légion d'honneur, on parlera du Code civil, par exemple. Il y a des oppositions, y compris au tribunal, y compris au Conseil d'État. Il y a des oppositions, et on bataille point par point dans le Code civil qu'il faut argumenter à chaque fois, et on y arrivera en mettant, et là aussi j'insiste, le Code civil, c'est une œuvre, j'allais dire une œuvre bonapartiste. D'abord, c'est l'empreinte de 1789. Les idées de 89 sont dans le Code civil. Et c'est ce qui perdure. Et puis c'est aussi une œuvre bonapartiste parce qu'on fait un esprit modéré. On prend ce qui est bon, ce qu'on dirait maintenant à gauche et à droite. Là aussi, je suis désolé de parler de Cambacérès qui est à Montpellier, mais vous êtes venu aussi pour ça. Mais le simple premier gouvernement de Bonaparte, le consulat, c'est aussi un signe. Quand vous avez Bonaparte premier consul, et que vous avez comme deuxième consul Cambacérès, qui est, disons, un héritier de la Révolution, modéré, certes, de toute façon, Bonaparte préfère les modérés, qui ont des idées, mais voilà, des idées modérées. Les Cambacérès représentent globalement la gauche de l'époque, un héritage révolutionnaire. Le troisième consul est Lebrun, qui est plutôt le pendant conservateur, monarchiste, influent. Donc, là aussi, c'est une conciliation. On retrouve ça dans tous les gouvernements de Bonaparte, la volonté de rassembler toutes les bonnes énergies, d'où qu'elles viennent. Mais à partir du moment où on ne regarde pas d'où ils viennent, on regarde où ils vont. Et c'est le cas dans le Code civil. Et puis on parle du Code civil, mais on pourrait parler aussi de tout le reste, parce que cette codification qui existe sous le consulat, puis sous l'Empire, d'abord elle s'exporte. Elle s'exporte, là aussi. Quand je dis qu'on ne gagne pas à Waterloo, mais on a gagné juridiquement, on a gagné institutionnellement. J'ai toujours l'habitude de dire, pour ceux qui font la Constitution, je suis désolé, c'est pas facile à faire, mais que le soldat français se bat avec dans la main droite le fusil, et dans la main gauche, le Code civil. Alors c'est vrai que c'est pas facile sur un champ de bataille, mais globalement, d'abord ça a réussi sur beaucoup de champs de bataille, mais à la fin, c'est pas le fusil qui l'emporte. À la fin, on est vaincu à Waterloo. Le Code civil, en revanche, il l'emporte. Et il l'emporte en étant exporté. On dit d'ailleurs souvent que le Code civil, il est le plus fidèle à l'esprit de 1789 dans d'autres pays qu'en France. Il est en partie fidèle en France, mais dans d'autres pays ou d'autres régions, le Québec, par exemple, la Belgique, une partie des États africains, l'Italie. Enfin, il y a ce Code civil qui date bien de Cambacérès, de Bonaparte et de Portalis. Et puis, ce recueil de loi civile sera suivi par le reste. On va avoir un code pénal. On a en fait le même effort, l'effort de codification, pour que dans un seul volume, on puisse retrouver toutes les lois qui existent, le code de l'association criminelle, le code de procédure civile, le code du commerce. Là aussi, on disait d'ailleurs, c'est Bonaparte ou Napoléon. Le code du commerce, 1807, le code d'association criminelle, 1808, le code pénal, 1810. C'est bien Napoléon qui est là. Je ne sépare pas les deux, et là, on les réunit bien de ce point de vue-là. On va aussi, je parle de rapidité tout à l'heure, le Conseil d'État. Le Conseil d'État est créé dès 1799. Le Conseil d'État, là aussi, c'est une vieille idée plutôt d'Ancien Régime, d'avoir une assemblée qui n'est pas une assemblée politique, mais qui est une assemblée de juristes, de techniciens, et comme son nom l'indique, de conseiller le pouvoir. Et donc de débattre, je parlais tout à l'heure des séances du Conseil d'État pour le Code civil, de débattre ensemble avec des techniciens, avec des juristes, avec des gens venus d'horizons divers parfois, et de travailler dans la même direction. Ça aussi, c'est du Bonaparte. C'est la cour d'assises qui va être installée dans chaque département. Ce que je vous dis là, j'ai l'impression de parler au passé, en vous parlant de la création. Mais je peux vous parler de 2020, on retrouve le même système actuellement. C'est la nomination des juges. Les juges sous la Révolution étaient élus. Sous l'Ancien Régime, ils achetaient leur charge. On sait bien que l'un et l'autre, quand vous achetez votre charge, vous espérez la rembourser. Et quand vous êtes élu, vous ne pensez qu'une seule chose, c'est votre élection. Donc quand arrive devant vous un notable qui peut peser dans votre élection, on ferme un peu plus les yeux. Le fait que le juge soit nommé
tout comme le préfet, tout comme les autres chefs, soient nommés par le pouvoir central, fait que ces gens-là sont amenés à travailler. Il y aura une inamovibilité juste, c'est-à-dire que le juge n'a pas à craindre une sanction contre un justiciable en disant l'État va me retirer. Non, non, le juge est là ad vitam aeternam. C'est l'organisation judiciaire qui est changée. C'est la Cour de cassation. La Cour de cassation, qui est là en revanche plutôt un héritage de la Révolution, puisqu'il y a eu un tribunal de cassation, la Cour de cassation va être créée. On peut considérer que la justice retrouvait sa sérénité, retrouvait son autorité avec Bonaparte. On a vu les institutions, la justice, base de granit. Ensuite, le financier. Lorsque Bonaparte arrive au pouvoir, il n'y a pas assez d'argent en caisse. On connaît le truc maintenant. Hein. Les dettes, on sait que la France est endettée, ça ne fait même plus réfléchir. Mais il n'y a pas assez d'argent dans les caisses de l'État pour annoncer à l'ensemble des départements que le pouvoir a changé. Les caisses sont vides, l'État est endetté, le commerce ne fonctionne plus, les routes les routes sont peu sûres, sont dangereuses à cause des attaques. Bonaparte se dit qu'il n'y a pas de réforme sans argent. Donc on va réformer le système. On va créer la Banque de France. La Banque de France, ce n'est pas une banque d'État, c'est une banque privée. Là aussi, qui va avoir un monopole pour l'émission de la monnaie, au début pour 15 ans seulement. Et l'objectif de Bonaparte, c'est d'émanciper l'État des banquiers privés, et puis d'avoir, il dira lui-même, d'avoir que l'État ait entre ses mains une banque, mais qu'il n'ait pas trop. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle reste privée, mais il faut qu'elle soit dans les mains du gouvernement sans y être trop. C'est pas l'État, mais il faut vraiment assurer une sécurité monétaire. On va créer aussi le franc. Le franc que vous avez ici, on a la même pièce, la pièce en or, le Napoléon, le 20 francs. Mais on va réformer, on va créer le franc on appellera le franc germinal, parce qu'il est créé par une loi germinale. On va reparler éventuellement du calendrier révolutionnaire. Et donc ce franc germinal, il va être basé, on a connu les assignats sur la Révolution, et l'inflation qui est avec, et la dépréciation de l'assignat. À partir de 1803, le franc va être défini par rapport à un poids fixe d'argent. Dans les détails, c'est 5 grammes un franc, c'est 5 grammes d'argent. Et puis d'or, on dit dans un kilo d'or, on doit tailler 155 pièces que vous avez ici de 20 francs, ce qu'on appellera le Napoléon ou le louis d'or. Enfin, louis d'or plus que Napoléon qui lui dormait relativement peu. Et donc on a ce bimétallisme qui existe. Oui, qui ne vont pas tout de suite. Oui, je suis désolé. Ça va arriver de dire la bêtise, mais je fais souvent que ça. Mais t'as entendu, c'est sérieux aussi. C'est incroyable. Ce franc sera stable jusqu'après la guerre de 1914. Plus d'un siècle avant qu'il y ait une dévaluation, plus d'un siècle avant que ce franc créé par Bonaparte en 1803 n'ait plus la même valeur. C'est un siècle de prospérité, mais c'est un siècle de stabilité monétaire. Là aussi, c'est Bonaparte. J'ai dit qu'on allait parler d'œuvres de paix qui sont encore valables, le franc, l'euro, et puis on va dire depuis 1914, on n'est plus exactement sur le base, mais quand même, on a la Cour des comptes qui existe toujours et qui fait toujours son travail, au moins par son rapport. C'est aussi du Napoléon 1807, c'est du Napoléon, là aussi, hein, de la Cour des comptes. Après, autre sujet pour Bonaparte, là aussi, tout de suite, très vite on s'y met. Il sait très bien qu'on ne peut pas stabiliser l'État, on ne peut pas prospérer si on est en guerre. Alors on a parlé de l'œuvre de paix extérieure, mais c'est l'œuvre aussi de paix intérieure. Depuis la Révolution, la France est en guerre contre elle-même. On est une véritable guerre. Sinon, on parle toujours de la Vendée, mais la Vendée, c'est pas la Vendée, c'est l'ouest de la France. Et puis il y a des petites Vendées, je suis désolé, je ne suis pas lourd. Hein. Il y aura d'adoption, mais je suis franc-comtois. Et chez moi, on avait ce qu'on appelle la petite Vendée, où des paysans se sont révoltés contre l'État pendant la Révolution. Il y a des petites Vendées un peu partout, c'est vrai. C'est dans le Gard aussi, oui. Il y a des petites Vendées parce que le sujet n'est c'est pas le roi, c'est pas l'ancien régime, c'est nos curés, c'est la religion de nos pères. Donc Napoléon a compris qu'on n'aurait jamais de paix, on ne pourrait jamais stabiliser un État si on n'assurait pas la paix civile. C'est important. Et la paix civile, il a très bien compris, ça veut dire une paix religieuse d'abord. On s'y essaie depuis presque 10 ans, lorsque Bonaparte arrive au pouvoir. Bonaparte, lui, le fait tout de suite. Immédiatement, il entame des pourparlers avec les chefs vendéens, et la pacification de la Vendée, qui est un nœud, qui est un problème en France depuis le début de la Révolution. L'ouest de la France est pacifié immédiatement. Ça renaîtra, c'est vrai, en 1815, plutôt sur des questions politiques.
de royalistes que religieuses. Mais ça, c'est un exploit de faire cette pacification en quelques mois, pacification qui s'étend dans tout l'Ouest, la Vendée, la Bretagne, et ainsi de suite. Et non seulement on pacifie, mais on amnistie, on reconstruit. Alors il y a toujours des dissidents, Cadoudal et quelques autres, mais la France est en paix avec elle-même à partir de Bonaparte. On assure le logement des prêtres, on assure la reconstruction des églises. C'est un vaste travail qui existe. Et en 1801, Bonaparte, c'est novembre 1789, l'arrivée au pouvoir. Donc vous voyez la rapidité. Je ne suis pas sûr qu'un gouvernement est capable de faire d'aussi grandes choses, on ne plus maintenant, mais depuis très longtemps, en quelques mois ou en quelques années. Et là, en quelques mois, on assure le concordat en 1801 entre la République française et puis la papauté. La papauté reconnaît la République française. C'était presque inespéré à ce moment-là. On rétablit la paix religieuse en France. Le gouvernement français va nommer les évêques qui reçoivent l'investiture du pape. Enfin, on crée un vrai traité de paix, mais traité religieux avec la papauté. On ouvre les séminaires, on ouvre des facultés de théologie par la suite. Il y a une vraie paix religieuse avec les catholiques. Quand je disais, on est dans quelque chose qui existe toujours. Le concordat a été dénoncé en 1905, sauf en Alsace. Dans 3 départements, comment elles s'organisent, ceux qui veulent, et on va ensuite appliquer. L'objectif, c'est l'intégration des Juifs à la nation française. De ne pas avoir une nation dans la nation. C'est à partir de 1808 que les Juifs auront un nom de famille, qui sera héréditaire, qu'ils n'avaient pas jusque-là. On va réorganiser et officialiser et tolérer leur culte. On va les mettre en fait sur les mêmes plans, sur les mêmes niveaux que les cultes catholiques et protestants. Donc il y avait l'abbé Grégoire et il y a Napoléon par la suite. Ensuite, il y a la Légion d'honneur. On passe, on va dire c'est simple, la Légion d'honneur, c'est un ruban, c'est une croix, c'est une décoration. Chaque gouvernement peut créer une décoration. La Légion d'honneur, c'est pas qu'une médaille, c'est pas qu'une décoration, c'est pas qu'un ruban, c'est pas qu'une croix. D'abord, elle existe toujours. Alors c'est vrai qu'on l'a donné peu à des footballeurs à l'époque, je ne sais pas pourquoi. Mais le symbole existe toujours, et d'ailleurs il sera conservé par la Restauration. On changera simplement les fichiers, on enlèvera Napoléon parce que ça ne se fait pas. Mais c'est pas si simple que ça de créer la Légion d'honneur. Là aussi, il y a une opposition très féroce de certains à cette Légion d'honneur, parce que ça veut dire une inégalité, ça veut dire... on a parlé de méritocratie à midi, mais il y a une véritable méritocratie dans le système napoléonien. Et certains voulaient que l'on ait une Légion d'honneur qui ne soit que pour les militaires. Bonaparte refusera. Bonaparte refusera en disant qu'on a un ordre pour les Français. Si on veut rassembler, il faut vraiment réunir sous le même ordre les civils et les militaires. C'est vrai qu'il y a plus de militaires parce que la période est guerrière, c'est une évidence. Durant cette période 1800, 1802, 1815, la période est guerrière. Mais néanmoins, on a vraiment une volonté, et il explique Bonaparte, qu'en faisant un seul ordre, on aura une seule nation, que si on fait 2 ordres, on aura 2 nations. Et que le savant sera honoré d'avoir la même médaille que le soldat qui a versé son sang. Et inversement, le soldat sera honoré d'avoir la même décoration qu'un savant, ou qu'un administrateur, ou qu'un préfet. Ça le met au même niveau, au même rang. Et donc cette Légion d'honneur sera, on le sait, elle est votée en 1802. Les premières distributions de Légion d'honneur sont en 1804. On va dire, il ne faut pas 2 ans pour fabriquer des médailles. Non, simplement parce qu'on a une difficulté, ça vous montre aussi que Napoléon n'est pas le dictateur que l'on donne parfois. Napoléon a une opposition, et il sait qu'en 1802, on a beau avoir voté la loi difficilement, avec une très faible majorité, on sait que ça sera compliqué de les distribuer, et il faut asseoir aussi une certaine autorité de l'État, faire comprendre que les Légions d'honneur, qui d'ailleurs est ouverte aux civils, on l'a dit, qui est ouverte aussi aux étrangers, Goethe par exemple, sera un des premiers à bénéficier de cette Légion d'honneur, et il en sera fier. Ça aussi, c'est une œuvre de Bonaparte. On l'oublie souvent, mais c'est une des bases de granit. C'est pas une décoration, c'est vraiment une des bases de la nation, de la société en elle-même. Ensuite, je n'oublie pas que je suis enseignant. Et bien l'enseignement, on a aussi beaucoup. D'abord parce que dès l'arrivée au pouvoir, Bonaparte crée au ministère. Alors il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale. Il n'y a pas de mammouth, on n'a pas été jusque-là, on était sauvés. Mais on a créé une direction de l'instruction publique. On n'a pas aussi à midi d'éducation, non, c'est de l'instruction publique. L'État est chargé d'instruire, il n'est pas chargé d'éduquer. Ça, c'est la famille, c'est la société. Mais le terme d'instruction publique, il restera longtemps. C'est une simple direction des bulbes. On aura, pendant tout le 19e siècle, un ministère de l'instruction publique. Et ça correspond à ce que doit être un ministère de l'instruction publique, et pas d'éducation, plus ou moins nationale. Et donc, on va créer ce département, on va créer l'université. L'université existait avant, mais tout avait été supprimé. Donc, l'université
et ce qui chapeaute cette instruction. Et on va rouvrir, on a parlé tout à l'heure de faculté de médecine qui évidemment existait avant, surtout en Montpellier, je ne peux pas dire l'inverse, on ne va pas me croire. Mais de faculté de médecine, de théologie, de droit, de lettres, voilà, de sciences. On va recréer tout ça. Et puis on va créer les lycées, là aussi. Les lycées, on oublie souvent, les lycées, c'est Bonaparte. Le lycée, c'est une création de Bonaparte avec une obligation, une direction simple. C'est que l'instruction doit appartenir à l'État. On accepte que des religieux, que d'autres ouvrent que des civils, des particuliers ouvrent des maisons d'éducation, qui n'ont pas le sens de maintenant, mais des collèges, des écoles. Mais l'instruction, le diplôme doit revenir à l'État. C'est l'État qui distribue, c'est l'État. Et donc si vous voulez, on parlera du bac après, si vous voulez passer au bac, il faut passer par le lycée. Parce que le lycée est une institution d'État. Et pour remplir ces lycées, on va créer des lycées, d'abord dans toute la région. Il ne faut pas imaginer qu'on a des lycées partout. Un beau lycéen, oui, en uniforme, mais parce que la période veut ça. Et puis l'uniforme permet aussi une certaine égalité de traitement, une égalité de visibilité. Là aussi, liberté, égalité, fraternité, c'est la Révolution, c'est aussi le consulat de l'Empire. On le retrouve là-dedans. Donc on va créer ces lycées et on va aussi, parce que Bonaparte en est conscient, on va peupler la moitié de ces lycées, la moitié des effectifs sont des boursiers d'enfants, de gens modestes, mais qui ont besoin, qui ont de l'instruction, qui ont des capacités, et l'État va les prendre en charge sur l'enseignement, mais aussi sur l'internat, sur la totalité des dépenses de ces jeunes. Et ces jeunes, on les emmener jusqu'au bac. Alors, ne parlez pas de 80% du passage au bac. La première promotion de bacheliers, c'est 1809, ils sont 32. Pas 32%, ils sont bien 32 bacheliers. Mais voilà, mais le bac, c'est Napoléon, le bac. La création du bac, c'est Napoléon. Et là aussi, c'est pas simplement un parchemin, c'est pas un petit bout de papier, on dit que vous avez le bac. Non, le bac, je n'oublie pas en tant qu'universitaire, c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Et là aussi, l'astuce, c'est de dire que si vous voulez entrer dans l'université, il va falloir ce bac. Si vous voulez certains postes, il va falloir ce bac. Or, ce bac est délivré par l'État. Donc ça assure la mainmise de l'État dans l'instruction publique. Sur le lycée, sur le bac, sur plein d'autres. Il y a plein d'écoles que l'on connaît qui sont de là. On va parler de l'école militaire Saint-Cyr, mais comme on l'a dit, ce n'était pas que militaire, l'école des ponts et chaussées, les armées mécaniques. Il y a toute une série d'écoles supérieures qui avaient été fermées pendant la Révolution. Il y a toute une série d'écoles, sans parler des maisons d'éducation, des jeux d'honneur pour les filles. Oui, l'enseignement des filles, je suis désolé, c'est pas à la mode à l'époque, hein, mais c'est pas que Bonaparte, ça durera très longtemps. On considère que les filles, ça sera plutôt de l'aplomb 3 et en particulier le génie qui permettra à une Vosgienne, chez toi, faire du devis, d'avoir le bac. Donc il faut vraiment attendre très longtemps. Mais aussi, il y aura un travail aussi sur les écoles primaires. Et d'avoir le diplôme de médecin aussi. Et d'avoir le diplôme médecin également. C'est toujours le génie. Il y aura beaucoup de choses, mais malheureusement, tu gênais pas sur votre empire, on reviendra pour ça une prochaine fois. Et là aussi, il y aura du travail sur quasiment tous les domaines que l'on cite. C'est du Panouzakali. Vraiment, on voit un gros travail qui est fait dans l'université parce qu'il sait que c'est la base. Il sait que sans instruction, sans les diplômes, sans emmener les gens compétents aux bonnes places, on n'a rien. C'est aussi, on va faire vite parce qu'il y en aurait beaucoup trop, et je suis désolé, David n'aurait pas la place, et là vous manqueriez quelque chose. Il y a toute une série de travaux d'urbanisme, d'embellissement. On va toujours parler de l'Arc de Triomphe, du carrousel, l'Arc de Triomphe, de l'Étoile, la colonne Vendôme, les canaux, le nombre de routes qui sont faites. Il y a plein de choses qui sont faites sous l'Empire de ce point de vue-là. C'est la numérotation des routes qui date de l'Empire aussi. C'est la numérotation des rues. Là aussi, c'est tout bête. Mais cette numérotation des rues, elle date, c'est un truc tout bête qui ne demande pas d'argent, qui ne demande pas de grandes réflexions. La numérotation des rues, ça date de quand vous rentrez chez vous et vous donnez votre adresse, vous direz c'est Bonaparte, c'est grâce à Bonaparte. Si j'ai une adresse, on va peut-être quelqu'un. Aussi, pour tout ce que j'ai dit, il y aura pu y avoir quelqu'un après. Et tout ça est fait en 2 septennats. Vous voyez quand même que ça demeure. C'est le cadastre. Le cadastre, il y avait quelques travaux. Le cadastre, d'ailleurs, on dit toujours cadastre napoléonien, même si parfois il est fait après, il est fini après. Le cadastre, c'est tout bête, c'est aussi la sûreté juridique. Quand votre terrain est cadastré, qu'on vous indique, qu'on vous borne votre terrain, que c'est archivé, que c'est connu, que c'est officialisé, et qu'on donne votre nom derrière, il y a une sûreté juridique qui permet de faire cesser l'incertitude, voire l'arbitraire qui peut exister dans le foncier. C'est la loi sur les protections des marques.
sur les chambres de commerce. On a parlé tout à l'heure un petit peu, le blocus continental, nous on veut asphyxier l'Angleterre avec ça, enfin une toute petite parenthèse militaire, mais peu militaire d'ailleurs. On se dit, on ne peut pas débarquer en Angleterre, le tunnel sous la Manche n'est pas fait. On a essayé le débarquement, ça n'a pas marché. Les Anglais tiennent les mers, toutes les mers, donc on ne peut pas. Donc on va créer le blocus continental. Et le blocus continental, il gêne évidemment l'Angleterre. On est encore dans le questionnement. Est-ce que si on avait poursuivi, développé le blocus, est-ce qu'on aurait mis à genoux l'Angleterre? Peut-être. Bon, on ne va pas faire d'histoire fiction, ça n'a pas été fait. En revanche, ça nous a obligés aussi, puisqu'il y avait le blocus continental, mais des deux côtés. Il y a toute une série de produits qui ne viennent plus sur le continent, qui viennent mal sur le continent, sur une contrebande. Et donc il va falloir remplacer. On a parlé tout à l'heure de sucre. Mais le sucre, oui, notre sucre venait du sucre de canne des Antilles. À partir du moment où les routes sont bloquées, en France on n'a pas de pétrole, on n'a pas de sucre, mais on a des idées. C'est un peu souvent pour Bonaparte ça, hein. Pas avec le pétrole parce qu'on n'a pas besoin, mais on n'a pas de sucre, on a des idées, et bien on va faire réfléchir, on va travailler là-dessus et on va implanter la betterave sucrière. On va remplacer toute une série de produits qui étaient des produits d'importation, qui n'arrivent plus en France, et on va remplacer donc le sucre de canne par la betterave à sucre. On va parler de garance, de pastel, de safran, qu'on va mettre pour remplacer les couleurs de teinture en particulier. C'est important parce qu'une fois que le blocus continental finit, que le retour de la canne à sucre et du reste, eh bien, cette betterave sucrière, elle perdure. On a toute une industrie qui existe, y compris encore maintenant. C'est la fin du calendrier révolutionnaire. J'ai dit que Napoléon, c'est la révolution. Mais c'est la révolution sans ses excès. On pourrait pratiquement l'expliquer comme ça. Bonaparte ou Napoléon, c'est la révolution, ou au moins la révolution de 89, ou la révolution sans la terreur, la révolution sans les excès. On va abolir ce calendrier révolutionnaire. On a parlé tout à l'heure de franc germinal, où on avait remplacé les semaines par des décades, donc de 10 jours, avec un aspect très mathématique, hein, très révolutionnaire, et puis très saison. Hein, on basait nos mois sur la météo essentiellement, et les jours. Voilà. Donc on va revenir parce qu'en fait les gens, c'est comme il y a quelques années quand on parlait en euros et encore en francs, voire en ancien franc. Là c'est pareil, on avait deux dates. Et donc Bonaparte dit à partir du 1er janvier 1806, eh bien on revient au calendrier grégorien qui est le nôtre. D'ailleurs, si le 1er janvier est un jour férié, c'est aussi Bonaparte, parce qu'il y a une loi de 1806 pour le 1er de l'an, 1er janvier, il y a une loi qui fixe des jours fériés, que vont être la Toussaint, qui sont des fêtes religieuses, la Toussaint, le 15 août, et à partir de 1806, le 1er de l'an. Donc quand vous vous réveillonnez, et que le lendemain vous n'avez pas envie de vous lever, dites-vous bien, grâce à Bonaparte, ou grâce à Napoléon, là, je ne me lève pas le 1er janvier, le 1er janvier est un jour férié. Voilà. On pourrait poursuivre pendant très longtemps les abattoirs de Paris, on pourrait, les courses de chevaux, datent de 1805, c'est le PMU en gros, hein. C'est aussi du Napoléon. Les premiers trottoirs à Paris, les trottoirs, hein, pas ceux qui circulent dessus, qui travaillent dessus, mais voilà, on pourrait, parfois on me dit mais c'est du détail, oui bien sûr c'est du détail, mais on le voit, pratiquement dans chaque métier, on pourrait faire chaque corporation en disant on fait notre histoire, on essaie de trouver les grandes dates de notre métier, de notre corporation, parfois de notre passion. Il y a toujours du Bonaparte à l'origine. Vous êtes boucher, vous regardez le règlement des bouchers, date du consulat. Ça, on le trouve absolument partout. La Comédie française. On cite souvent la Comédie française parce que le décret est signé à Moscou, plus ou moins signé à Moscou. On a combien de lois et de décrets qui sont signés à Moscou dans notre législation française? Voilà, c'est un cas particulier, mais on voit que même à Moscou, on pense à la Comédie française. Alors je conclurai quand même sur ces masses de granit, parce que la liste est loin d'être exhaustive dans cette œuvre de paix qui est, à mon sens, monumentale. Donc c'est pas qu'une succession de campagnes militaires, il y a des campagnes qui durent du début jusqu'à la fin et qui ont gagné. On a gagné à chaque fois, on ne les voit pas, mais on les a gagnés. J'aime bien citer une phrase de Françoise Bechtel, qui était la première femme à diriger l'ENA il y a quelques années, et qui elle avouait son petit penchant, je cite, son petit penchant pour le premier consul. Alors, pour le code, parce que c'est une juriste, mais aussi, je cite, pour sa façon d'arriver à cheval dans une ville d'Europe, qu'il venait de conquérir, et de dire comme ça, la traite-plume, la féodalité est abolie. C'est aussi comme ça que l'on fait du droit. Eh bien, c'est exactement ça.
On a parlé du cas français, mais les premières mesures en arrivant en Pologne, c'est d'abolir le servage. On peut en parler de la traite aussi des esclaves qui est interdite en 1815 par Napoléon au retour de l'Idem. C'est aussi une manière de faire du droit, d'arriver, parce que l'État a de l'autorité, parce que l'État a un pouvoir, parce que l'État est légitimé, parce qu'il y a suffisamment de force, et aussi parce qu'on y a suffisamment réfléchi, et que l'on sait dans quelle direction on va. C'est important. On a parlé essentiellement juridiquement, mais je vous ai parlé à chaque fois de stabilité. Que ce soit sur le front, que ce soit sur les institutions, sur les lois. On ne pense pas à une loi pour demain ou après-demain. On regarde beaucoup plus loin. Alors je ne dis pas que Bonaparte puis Napoléon regardaient 2020 en disant est-ce qu'en 2020 les lois dureront encore. Mais l'objectif il est là. L'objectif il est de créer ces masses de granit sur lesquelles 2 siècles encore après on peut s'élever. C'est une manière de faire du droit, d'arriver dans une ville et de dire comme ça on supprime la féodalité. Et je finirai par là parce que c'est l'œuvre de paix, mais malheureusement il y a la campagne de Russie. C'est peut-être aussi une des erreurs de Napoléon en 1812 parce qu'il songe aussi, en arrivant en Russie, à abolir le servage comme il l'a fait en Pologne. Et il hésite, et il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'il a peur d'ouvrir une parenthèse révolutionnaire en Russie, et surtout parce qu'on l'oublie trop souvent, et je regarde sur cette œuvre de paix, lorsque Napoléon franchit le Niémen en juin, l'objectif n'est pas Moscou. L'objectif n'est même pas Saint-Pétersbourg. L'objectif n'est même pas de vaincre les Russes. L'objectif n'est même pas d'avoir une bataille décisive ou d'amputer territorialement l'Empire russe. L'objectif, ça peut paraître contradictoire en commençant une guerre, qui pour lui d'abord s'appelle la deuxième campagne de Pologne. C'est clair aussi, quand on s'appelle deuxième campagne de Pologne, il le dira, c'est pas d'aller à Moscou. L'objectif est d'assurer la paix. Le tsar a rompu le traité de paix. On était en paix avec la Russie depuis 1807. Et le tsar a rompu cette paix. On veut l'impressionner. On réunit des hommes pour impressionner le tsar, à lui dire maintenant, t'as vu, on est capable de te battre, donc vaut mieux signer la paix et ensuite presque faire un Yalta bien avant l'heure, se partager le monde comme on a commencé à le faire, parce que Bonaparte a besoin d'une chose, et il l'a dit dès le début, c'est la paix pour construire. Malheureusement, cette recherche de paix n'aboutit pas en 1812. On est obligé d'aller jusqu'au bout et on connaît les conséquences. Donc retenons pas toujours les campagnes, ne retenons pas toujours même les victoires, retenons aussi les grandes victoires que sont le Code civil, la Banque de France, la Cour des comptes, le franc germinal, le Code pénal, les lycées, le bac, l'université. Ça, c'est les grandes victoires de Napoléon, et on ne lui retirera jamais. Je vous remercie.